Pour nous, c'est l'inconnu de la 10. C'est comme ça qu'on l'appelle, quoi, la petite martyre de la 10. Mais désormais, cette petite martyre de la 10 a une identité, un nom, un prénom et même une date de naissance. Il a fallu 30 ans pour les retrouver, comme peut-être ceux qui l'avaient abandonnée, morte sur une aire d'autoroute. Inas Touloub a enfin un prénom et un nom. Inas, elle est née le 3 juillet 1983 à Casablanca au Maroc. Et puis ensuite, elle a rejoint ses parents qui demeuraient dans la région parisienne en fin de l'année 84, début de l'année 85, à Puteaux. Une affaire qui se dénoue ou semble se dénouer après 30 ans d'obstination et on le verra peut-être une coïncidence, c'est le focus du 20-22 ce soir. Une affaire qui a commencé le 11 août 1987 lorsque 2 employés d'autoroute découvrent un petit corps enveloppé dans une couverture. Il porte des traces de coups et de maltraitance et ce 11 août, ce sont les seuls éléments dont dispose la police. Une enquête judiciaire sans précédent commence. Les 4000 gendarmeries de France sont mobilisées. Le laboratoire de la police nationale est mis à contribution pour des analyses. Les techniques nouvelles de traitement d'images sont utilisées pour reconstituer le visage meurtri de la petite. Le ministère des PTT autorise pour la première fois la pose d'affiches de recherche dans tous les bureaux de poste. Grâce à la coopération d'Interpol, l'enquête se poursuit au-delà des frontières. Le centre d'application et de recherche en microscopie électronique expertise les grains de sable trouvés dans les poches de la robe de chambre. Plus de 100 prélèvements réalisés en hélicoptère permettent d'en localiser l'origine. La région d'Ouc, à 50 km du lieu de la découverte du corps. Voilà, c'est la gendarmerie, bien sûr, qui a mené cette enquête. Vous avez bien fait de me corriger. Jacques-Charles Fonbonne, commandant du Centre national de formation de la police judiciaire à Rosny-sous-Bois, cette fois. Je ne me trompe pas. Face à vous, Laurent Monté, bonsoir. Vous êtes professeur en criminologie et profileur. Et à vos côtés, Carbon de 16, vous êtes, vous, avocat. Qui est-elle? Eh bien, c'est ça la question qui a obsédé enquêteurs et magistrats. Désormais, ils le savent, on va le voir, grâce à la science et puis à un petit coup du hasard qui leur a livré la clé de cette énigme sur laquelle nous allons nous pencher ensemble. Le hasard et la science, ça fait partie des derniers espoirs pour ces dossiers qui avaient été rangés sur l'étagère des affaires non résolues. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du hasard. Ce dont je suis certain, c'est que le travail d'enquête, la minutie du travail d'enquête, la répétition d'actes minuscules repousse le hasard dans ses derniers retranchements. Et à un moment donné, ça peut marcher. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop pavoiser sur une réussite d'enquête parce que la ligne de fracture entre l'échec et la réussite est extrêmement fine. On arrive sur des affaires très difficile à sortir des affaires et sur des affaires sur lesquelles on va travailler aussi sérieusement à ne pas avoir de résultats alors que le résultat paraissait plus évident. C'est assez exceptionnel ce qui se passe dans cette affaire-là? Oui, alors c'est exceptionnel tout au long de l'affaire. Ce qui est déjà exceptionnel, c'est qu'on est au moment des faits en 1987, c'est-à-dire à peine 3 ans après l'affaire Grégory, ce qui est un secret pour personne a été pour la gendarmerie un électrochoc où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mette en place des process, des formations et des doctrines d'emploi extrêmement précises sur les scènes de crime. On est moins de 3 ans après, et là on a des gendarmes qui sont des gendarmes d'autoroute. C'est pas encore la section des recherches d'Orléans qui fait les premières constatations, et qui ont cette intuition de recueillir sur les lieux et de le faire très convenablement, puisque 30 ans après, 20 ans après, les échantillons sont encore exploitables, de rechercher de l'ADN, de faire des prélèvements pour permettre des examens qui, techniquement, ne sont pas encore possibles au moment où ils font ces prélèvements. Et qu'ils le deviendront, on verra à quel moment, puisqu'on va reprendre aussi tout le fil de cette enquête. Oui, dossier exceptionnel, dénouement exceptionnel. Oui, c'est très exceptionnel au sens de la durée. C'est exceptionnel parce que, comme il a été très bien dit, la qualité du prélèvement compte autant que l'analyse en laboratoire. Toutes les étapes de la chaîne de l'analyse comptent. C'est bien sûr la formation des policiers et gendarmes en tant que techniciens, scène de crime, identification criminelle ou d'investigation criminelle. Puis ensuite, c'est effectivement le matériel mis en œuvre depuis les blouses blanches qu'on connaît bien, mais aussi tout l'attirail qui va avec sur le terrain, la protection des lieux, le gel des lieux. Puis ensuite, effectivement, l'analyse, la progression, le cheminement sur les lieux pour effectivement ne pas polluer cette scène de crime et préserver le maximum d'indices. Mais ensuite, prélèvement de chaque indice biologique
pour que, effectivement, ou des cheveux ou tout autre élément, rendez-vous compte quand même, 20-30 ans après, toujours exploitable, c'est quand même extraordinaire quand on y pense. Ce qui frappe aussi dans ces dossiers de disparition non élucidés, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'à chaque fois il y a une obstination, l'obstination de ne jamais de trouver et puis ne jamais laisser tomber. Alors vous avez raison, obstination des enquêteurs et des magistrats. Là, il y avait un enquêteur de gendarmerie qui a toujours été attaché à résoudre ce dossier et des magistrats qui ont pris soin que l'affaire ne se prescrive pas. Parce que la mort suspecte et en réalité le crime d'une enfant se prescrit au bout de 20 ans. Donc à partir de 2007, normalement, cette affaire aurait dû être classée. Et si 30 ans après son assassinat, on arrive aujourd'hui à exploiter l'ADN prélevé en 87 utilement, c'est-à-dire en exerçant des poursuites contre ceux qu'on suspecte d'être les auteurs des mauvais traitements et de la mort de cette pauvre Inessa, eh bien, c'est parce que, en réalité, on a entamé un processus judiciaire qui a permis que la prescription ne vienne pas enterrer ce dossier. Il y a eu des actes d'enquête qui ont donc continué à être menés. Ce soir, les parents d'Inna sont mis en examen. Son père est écroué. On entendra tout à l'heure qu'il renvoie une partie de la responsabilité sur son ex-femme. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, on va revenir en 1987, juste après la découverte du corps de cette petite fille. Nous sommes sur la commune de Suèvre. C'est à 15 km au nord-est de Blois. Mon regard était attiré vers une voiture avec un homme qui, au premier abord, me semblait faire des besoins au pied de sa voiture. Et j'ai trouvé, bien sûr, sur la bande d'arrêt d'urgence, cela assez surprenant. En arrivant de plus en plus sur cette voiture, j'ai pu constater que ce n'était pas le cas, que cette personne semblait porter quelque chose et faire le tour de sa voiture. Cette voiture, elle était blanche, c'était une voiture, ce qu'on appelle 3 volumes. L'homme était grand, brun, pantalon foncé, chemisette claire. Ce qui a frappé plus ma vision, c'est cette personne qui faisait le tour de cette voiture avec quelque chose dans ses bras. C'est ce qui m'a fait faire mon témoignage à la gendarmerie. Voilà, extrait de l'émission Témoin numéro 1 sur TF1 qui à l'époque avait consacré donc un long dossier, comme nous le faisons ce soir, à cette affaire. Ce sont donc 2 employés d'autoroute qui retrouvent le corps de cet enfant. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on sait ? À ce moment-là, on ne sait rien. Et je vais dire qu'on ne sait presque rien jusque dans les toutes dernières semaines. C'est-à-dire que cette pauvre petite fille, elle est enterrée de façon anonyme. Les gendarmes n'ont pas pu l'identifier jusqu'à une date extrêmement récente. Ce qu'on lit d'ailleurs, on voit ce qui avait été rapporté à l'époque et retranscrit après la découverte du corps. Donc c'est un corps d'enfant à laquelle on n'arrive pas forcément à donner un âge, entre 3 et 5 ans. Donc on sait que c'est une enfant, qu'elle a entre 3 et 5 ans. On sait également qu'elle a été vraisemblablement battue, et cela de façon répétée. Il y aura le résultat de l'autopsie. Qui dit qu'elle est morte exsangue à cause de la maltraitance subie. Donc c'est pas forcément un dernier coup. Elle porte des traces de morsures humaines, des traces de coups, donc de fractures anciennes, de brûlures au fer à repasser, des cicatrices de morsures, je le disais. Et voilà ce que dit à l'époque la juge d'instruction en charge du dossier. On est pratiquement face à un cas d'anthropologie avec prélèvement de chair. Et l'enquête part de ça. Absolument. L'enquête part de ça. Et comme je viens de vous le dire, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure, après des années d'enquête, d'identifier cette gamine. On n'a absolument aucune... On se heurte au vide, on n'a absolument aucune piste concrète, autre que celle des investigations classiques, qui consistent à chercher vraiment dans toutes les directions et sans avoir aucune piste à privilégier. À partir du moment où on a une identité, Monsieur Montet sera là pour m'empêcher de mentir, mais quand on a des affaires d'homicide, on est très souvent, sauf les tueurs en série, sauf les meurtres de prostituées, dans un cercle fermé qui est un cercle d'entourage. Parce que dans notre civilisation, on tue pour des raisons sérieuses, qui sont au moins sérieuses entre les protagonistes. Donc, souvent, la personne morte connaît son assassin, ce qui est le cas, son meurtrier. Mais pas d'identité égale pas de cercle familial, égale pas de relation, égale aucune hypothèse privilégiée de départ. Et c'est extrêmement difficile. Oui, et c'est ça. Rien à ce moment-là qui ne soit susceptible de permettre de l'identifier. C'est ça. Mais j'aimerais quand même revenir sur des éléments assez intéressants d'un point de vue criminologique.
D'abord, l'enquête a clairement établi que personne ne s'était inquiété de cet enfant. Ce qui a, comme le dit le procureur, le magistrat instructeur de l'époque, orienté quand même l'enquête sur la grande probabilité que ce soit donc les parents proches. Ou les proches qui aient pu commettre cela, ne s'intéressant pas donc à l'enfant. Ensuite, on a quand même, justement, c'est une information en soi, beaucoup d'inconnus. Soit on en a beaucoup, des informations, soit on n'en a pas du tout. Donc, mais c'est quand même un renseignement. C'est-à-dire, si on ne sait pas que cet enfant est à l'école, il n'est pas... voilà, il n'y a pas d'éléments de santé, il n'y a pas d'éléments sociaux. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions parce que... Forcément, excusez-moi, dans une dimension précaire, assez isolée, asociale, vous voyez, où peut-être la scolarité se fait en famille, de manière retirée de la société, c'est déjà un indicateur en Voilà, parce qu'elle a entre 3 et 5 ans. A priori, entre 3 et 5 ans, alors certes, ce n'est pas obligatoire, mais les enfants sont et fréquentent des écoles maternelles. C'est ça. Aucune école ne dit ça fait un jour, 2 jours, 3 mois, 6 mois qu'il me manque une élève. Donc on est plutôt dans l'ambiance d'un vase clos, a priori, avec effectivement une concentration de violence et de maltraitance, à l'évidence. Alors, quand même très sévère, parce qu'il faut rappeler, c'est brûlure sur les bras et les jambes avec du fer à repasser, c'est effectivement donc beaucoup de morsures, notamment un téton gauche qui est arraché. On a refait aussi la photo de l'avis de recherche de cette petite fille, mais la joue en particulier avait des morsures sur le visage aussi. Il faut imaginer quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne la mordre comme ça au visage. Et lui arracher un morceau de chair. Absolument, oui. Et après, c'est des fractures sans fin qui n'ont pas été vraiment traitées, qui se sont reconstituées, fractures multiples, comme on dit souvent en maltraitance. Et donc ça oriente quand même fortement, soit sur du sadisme d'un étranger, soit une maltraitance assez malheureusement classique, mais sévère, chronique quand même au plan familial. C'est ça, on est sur un schéma d'enfant martyr, comme il en existe et comme on en a connu dans notre histoire judiciaire. Et d'autant plus effrayant que, comme vous le disiez tout à l'heure, les signalements auprès des maternelles n'ont rigoureusement rien donné. Et par conséquent, ça suppose, comme vous le disiez, la désocialisation. Et par conséquent, ces enfants hors système et martyrisés, et mis hors système pour pouvoir être martyrisés en totale impunité, se pose la question de savoir combien il y en avait à l'époque, combien il y en a, de combien n'a-t-on pas découvert les dépouilles, combien aujourd'hui y en a-t-il encore esclavagés, martyrisés, hors système, ce qui fait que tous nos systèmes d'alerte sont démunis précisément pour mettre un terme à leur souffrance. Parce c'est une enfant cachée. C'était une enfant cachée. Elle était cachée, ça me paraît assez clair. Vous savez, quand on a en tout cas un individu au moins dans le cercle familial, un ascendant, père, mère, ou les deux, c'est la grande difficulté de la répartition des rôles dans ces maltraitances. Qui a fait quoi? Mais il y en a au moins qui l'a fait, qui a eu cet ascendant, et c'est clair que l'enquête montrait qu'il se concentrait sur elle de manière assez récurrente. Mais comme sévère. souvent dans ces affaires d'enfants martyrs, où c'est l'un des enfants de la fratrie qui va subir la quasi-totalité des violences. Tout à fait. De l'ensemble. Tout à fait. Alors c'est vrai que pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est effectivement assez effrayant que quelqu'un, même un jeune enfant qui n'est pas obligatoirement scolarisé, puisse disparaître comme ça. Mais ça peut se faire de façon assez simple. Il suffit que les parents, un vendredi, passent à la crèche ou chez la nourrice ou à l'école maternelle en disant « Nous déménageons, notre enfant, elle était malingue, cette petite, parce qu'elle était maltraitée par chez sa grand-mère, par à la campagne. » Et personne ne s'inquiète, tout à fait naturellement. On va évidemment s'inquiéter à partir du moment où l'enfant ne revient pas sans information. Mais si on a été prévenu en amont par les parents, par celui qui en a la responsabilité physique et juridique, aucune raison de s'inquiéter. Aucune raison de faire un signalement au procureur de la République, aux autorités judiciaires. Et on le verra, ce que l'on a appris, et on en reparlera, c'est qu'il y a des frères et sœurs, et que ces frères et sœurs, on se posera la question aussi de savoir pourquoi rien n'a jamais été dit au sein de cette famille. Mais je vous ai interrompu. Non, mais mon colonel, je suis d'accord avec vous, si ce n'est que au degré des blessures infligées, l'absence de retour dans le circuit scolaire permet quand même de créer une alerte.
Sauf si Sauf les si on blessures sont explique... postérieures au dernier retour dans la Bien vie. sûr, mais bon... Sauf si elle n'a quand même jamais été souvent... scolarisée. Idem, Sauf si elle n'a jamais été idem si elle arrivait dans un service médical. Évidemment. Et immédiatement à l'hôpital, il y aurait un signalement. C'est un mécanisme judiciaire qui est même impératif. Maintenant, c'est un des rares cas où les médecins ont l'obligation de violer leur secret professionnel au terme du code pénal. Ouais. Mais ce qui est remarquable aussi dans ce dossier, c'est dans les prélèvements ADN, c'est que ça anticipe de plus de 10 ans la création du fichier national des empreintes génétiques. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'en faisait pas avant, ça veut dire qu'on ne les recoupait pas avant. Mais ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a beaucoup d'ADN familial sur la couverture qui enveloppait la dépouille de cet enfant. Et que ça, par contre, c'est un indice puissant parce que les ADN familiaux ont des correspondances qui permettaient de comprendre qu'il s'agissait d'un univers familial. Alors comment ce match d'ADN s'est produit? On va voir ça tout à l'heure. Effectivement, le corps de cet enfant était enveloppé dans une couverture. Elle portait une robe de chambre à carreaux sur un pyjama. Il y a eu des prélèvements sur ces différents textiles. Et on disait... prélèvements indispensables qui vont permettre à terme et des années après de trouver une clé dans cette énigme. Et cela a été salué d'ailleurs par le procureur de la République en charge désormais de ce dossier qui tenait une conférence de presse tout à l'heure. L'évolution de l'enquête a été longue, mais je l'avais déjà dit, le temps n'a jamais couru contre nous. Mais au contraire, je crois que les enquêteurs et les magistrats qui se sont succédés dans la gestion de cette enquête ont toujours pensé que cette affaire serait élucidée. Et le temps n'a pas joué contre nous, mais au contraire, parce que, et le colonel vous le rappellera, l'évolution de la science, notamment de l'ADN, a permis de faire évoluer positivement cette enquête. Ce qu'il faut souligner, je crois, c'est surtout le caractère exemplaire des premières investigations qui avaient été réalisées à l'époque par les gendarmes qui avaient découvert le long de l'A10 le corps de cette petite fille. Tout s'est joué là, à mon avis, c'est-à-dire que tout a été fait pour que 30 ans et 10 mois plus tard, nous puissions élucider sereinement un drame. Alors une affaire qui dure 30 ans, évidemment, c'est une affaire qui marque. Elle a marqué dès le départ, dès 1987, dans cette ville près de laquelle le corps a été retrouvé et où, sans savoir qui était cet enfant, à l'époque, un hommage lui avait été rendu. On s'est demandé ce que nous devions faire, monsieur le maire et moi, et la justice également. Et toute autorisation nous a été donnée d'agir selon notre conscience. Donc cette petite est notre sœur. Et parce qu'elle est notre sœur, nous allons l'entourer de notre affection, de notre amitié. Nous allons l'adopter tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa famille. Nous allons demander au Seigneur de l'accueillir et de lui donner désormais ce bonheur qu'elle n'a pas eu sur cette terre. Voilà un extrait de l'homélie qui avait été prononcé lors des funérailles de cet enfant, puisqu'elle va être inhumée dans un cimetière de cette commune du Loir-et-Cher. C'est comme ça que les choses se passent. Le maire a raconté qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il devait le faire. D'accueillir dans les cimetières municipaux les gens qui trouvent la mort sur le territoire de la commune. C'est le code de collectivité territoriale. Elle est donc inhumée, mais c'est une tombe anonyme qui sera néanmoins, ça fait aussi partie des actes d'enquête surveillés. Et je vous dis, on a surveillé longtemps pour voir les allées et venues des gens au cimetière, s'il y avait quelqu'un qui serait intéressé. Et on n'a jamais vu quelqu'un vraiment venir sur cette tombe spécialement. Bon, les gens du village, naturellement, mais les gens du village, on les connaît. Je vous dis que j'ai mis le garde champêtre du moment, qui est décédé maintenant, et puis un gendarme que j'ai mis pendant 1 mois à surveiller les allées et venues. Comme je vous le disais tout à l'heure, et on n'a rien vu de spécial. On voit bien que tout a été tenté pour essayer de trouver un fil à tirer dans cette affaire et pour essayer au moins de savoir qui était cette petite fille. Oui, je crois que c'est une des affaires, peut-être l'affaire, qui a donné lieu à la plus importante mise en œuvre de moyens. Il y a eu une émission témoin numéro 1 de Jacques Pradel. Oui, ce sont les extraits de cette émission qui ponctuent la nôtre ce soir. Il y a eu des dizaines de milliers de photos, il y a eu des centaines d'auditions, de visites.
On les voit, les chiffres, regardez. 65 000 écoles visitées, puisqu'on se posait la question. A priori, une enfant de 3 à 5 ans, elle est scolarisée. Oui, vraisemblablement, ce n'était pas le cas. 27 000 portraits robots qui ont été réalisés. Et puis, 6 000 médecins ou assistantes maternelles entendus dans l'espoir, peut-être, d'avoir... Ce que disait Maître Carbon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un a constaté des blessures sur le corps de cet enfant et l'a signalé, et pour une raison administrative quelconque, l'information a pu rester quelque part et ne pas monter, et ça n'a absolument rien donné. Ça n'a absolument rien donné. Je reviens sur cette idée d'enfant caché. Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, que, alors évidemment, c'est dans une autre mesure, mais ça vous rappelait cette affaire aux États-Unis assez récente, qu'on a appelée la Maison de l'horreur, où presque 10 enfants avaient été retirés de la vie en société. Alors, faut imaginer qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, avec la technologie, les téléphones, Internet, les médias, on arrive à rester comme ça dans cette affaire pendant 30 ans, 35 ans, avec des enfants dont on s'apprendra, rappelons-nous qu'ils étaient enchaînés à un radiateur, qu'ils étaient tellement mal nourris, qu'ils étaient maigres avec les 3/4 de leur taille à peine, qu'ils étaient effectivement complètement presque lobotomisés au plan psychologique en étant des petits-enfants d'une secte familiale, à aller au McDonald's, au cinéma de temps en temps, mais finalement, personne n'a rien vu. C'est quand même extraordinaire. Donc, si on a fait qu'une dizaine d'enfants qui ont grandi pendant quasiment 30 ans, sans que personne n'ait rien vu, rien soupçonné, rien donc alerté, vous imaginez qu'une petite fille qui a à peine 4 ans, qui est sous la dépendance évidemment de ses 2 parents qui vont... Et on est en 1987, voilà. On n'est pas en 2018. C'est ça. Donc quand même, on voit qu'elle a été martyrisée longtemps. C'est ça qui est inquiétant en fait. C'est-à-dire qu'on peut martyriser un enfant longtemps entre 4 murs sans que personne ne puisse vraiment le signaler. On peut la brûler au fer à repasser, qu'est-ce qui se passe? On peut donc la cogner, qu'est-ce qui se passe? On peut la mordre, qu'est-ce qui se passe? On peut... c'est quand même hallucinant, c'est vrai, quand on y pense sérieusement. Mais ça semble inimaginable. Ah oui, sociologique. Que fait notre société? On peut effectivement avoir notre voisin à côté de palier, voilà, on le croise, mais finalement, que sait-on de ce qui se passe à l'intérieur? C'est ça. Il peut se passer une horreur. Parce que la raison nous pousse à nous poser les questions qu'on se pose ce soir. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'aucune école n'a rien remarqué? Pourquoi est-ce qu'aucun médecin n'a rien vu? Et puis pourquoi est-ce que dans cette famille, dont laquelle on a appris depuis, puisque désormais cette petite fille est identifiée, elle a un prénom, elle a un âge, elle avait 4 ans, elle a une date de naissance, elle a des parents, ses parents qui ont été interpellés, placés en garde à vue et qui sont désormais mis en examen. Elle avait 6 frères et sœurs, 2 sœurs aînées et puis des petits frères. Et eux, vraisemblablement, ils seront entendus, j'imagine, au cours de l'enquête, mais, obligatoirement, oui. Mais vraisemblablement n'ont pas subi ces traitements, mais ne pouvaient pas les ignorer. C'est l'immense question du conditionnement de l'entourage. C'est la suggestion et la crainte qu'on a vis-à-vis de ses parents, ce que le droit appelle la crainte révérentielle. Sur un registre civil, on peut le transcrire en matière pénale, là. C'est-à-dire de se demander à quel point l'enfant est impressionné par l'atmosphère familiale pour ne pas dénoncer une injustice flagrante, une espèce des mauvais traitements. Il suffit de voir les photos qui nous serrent le cœur, tous autour de ce plateau. Ça va être aussi une question qui va se reposer maintenant pour les enquêteurs, de façon très difficile, sur 2 terrains. La crédibilité, 30 ans après, du témoignage de quelqu'un qui a vu ça avec ses yeux d'enfant. C'est ça. Qui en reparle adulte 30 ans après, avec le traumatisme, avec la façon d'avoir évacué la culpabilité, et puis avec la reconstruction de la mémoire. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la prescription. La prescription, elle avait aussi une cause en droit, c'est qu'au bout d'un moment, les témoignages ne sont plus fiables. Et on oublie. Et on oublie. C'est pour ça qu'ils sont plus fiables. Ou on veut oublier, ou on reconstruit. Ou on reconstruit de la bonne première foi. version de première fois que l'on a donnée de bonne foi. Et ça, c'est le pire. Et c'est le pire pour les enquêteurs pour savoir ce qui s'est passé. Voilà. Ou le refoulement inconscient, ou voilà, la mémoire sélective. La personne qui ment, on arrive toujours, à un moment donné, à avoir une contradiction dans ses propos. Le pire dans une enquête, c'est le témoin qui, de bonne foi, construit une version secondaire à partir d'une première version. Et ça, c'est très, très, très difficile. Le témoin qui va réécrire sa propre version des faits. Qui va donner une première version des faits, qui pour une raison ou pour une autre ne va pas vouloir la modifier, même si consciemment il se rend compte qu'elle n'est pas exacte.
et qui va construire ensuite des versions secondaires à partir de ces éléments. C'est, comme le dit Maître Carbon, tout à fait emblématique lorsque l'on a à mener des auditions d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans mon école aux enquêteurs qui sont amenés à faire ce genre de choses, et c'est fondamental parce que le conditionnement de l'enfant par l'adulte qui représente l'autorité et qui lui pose la question est déterminant. C'est-à-dire que si le policier, si le gendarme pose des questions d'une certaine façon, qui va suggérer la réponse, l'enfant va répondre à l'aune de ce qu'il imagine que l'adulte attend de lui comme réponse. Et ça, c'est une catastrophe. Dans ces dossiers comme celui-ci, un dossier qui a été ouvert il y a 30 ans, la fragilité du témoignage, elle existe toujours, quel que soit le dossier, 1 an, 2 ans, 30 ans après. Mais dans ces dossiers-là en particulier, on va être aujourd'hui extrêmement prudent. Dans le recueil de ce témoignage et puis dans leur exploitation. Absolument. Aussi. Alors là, cette affaire est particulière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les commandements que j'ai exercés en police judiciaire, j'ai toujours été extrêmement réticent à réouvrir des affaires criminelles sur lesquelles il n'y avait que des témoignages. Le droit romain était extrêmement prudent vis-à-vis du témoignage il y a déjà 2500 ans. En revanche, quand on a un élément de police scientifique, quand on a un ADN, à un moment donné, si l'enquête est menée d'une façon extrêmement rigoureuse, si on a un peu de chance, pour reprendre votre idée du hasard de tout à l'heure, on a une chance de tomber sur la personne à laquelle correspond l'ADN. Et disons 20 ans, 30 ans, 50 ans après, quelles que soient ensuite les suites que la justice voudra donner aux faits, mais on a une preuve scientifique qui est univoque et à partir de laquelle on peut construire quelque chose et donner à la justice un dossier qui tient plutôt que sur des témoignages qui ne sont évidemment que des témoignages et même s'ils sont recoupés par des témoins qui ne se connaissent pas, qui ont constaté la même chose de points de vue différents, c'est toujours quelque chose qu'il faut utiliser avec circonspection. Même si l'enquête criminelle, elle fonctionne sur 2 jambes, elle fonctionne d'une façon tout à fait complète, avec des constatations, avec un travail d'enquête, avec des auditions qu'on sait mener en essayant de rentrer dans la personnalité des gens qu'on entend, et des preuves techniques, parce que des fois on n'a que ça, et effectivement sur des constructions juridiques extrêmement solides. Et la solution, elle se trouve lorsque tous ces chemins se croisent, et on le voit ici, une solution qui arrive 30 ans après. Moi, je suis toujours très attentif justement aux moyens de pression que des proches peuvent exercer sur les enfants. Si on y réfléchit bien, il y a évidemment les représailles, le risque de représailles, le chantage, je vais te tuer. Mais on peut aussi avoir un intérêt à mentir, parce qu'on aime plutôt telle personne que telle autre, on veut en protéger une par rapport à telle autre. On peut aussi avoir une forme de culpabilité, c'est-à-dire que l'enfant, ou devenu adolescent ou jeune adulte, ayant vu, n'ayant rien fait, se sent très mal à l'aise à signaler quelque chose dont il serait lui-même coupable. Et puis, il y a des éléments aussi d'ordre sociaux, c'est-à-dire la honte. Qu'en dira-t-on? Si on l'apprenait, qu'est-ce que les voisins en diraient? Qu'est-ce que ma vie deviendrait à l'école, dans ma vie professionnelle, dans ma relation sentimentale? Au stade de l'enfance, mais 30 ans après, ces enfants sont devenus des adultes. Regardez l'affaire Grégory. Pourquoi ça ne sort pas? Et des adultes qui ont des enfants, si je puis me permettre. Et donc, c'est exactement l'illustration de cette culpabilité. Tout à fait. Quelle image voulez-vous que vos enfants aient de vous? Et n'allez-vous pas reconstruire la réalité de ce que vous avez vécu enfant en fonction de ce qu'on va pouvoir projeter au sein de la famille que vous avez fondée, notamment quant à votre autorité et quant à l'amour que vous suscitez chez vos propres enfants? On parle évidemment de ce possible conditionnement de ces enfants qui ont... alors on ne sait pas, est-ce qu'ils ont assisté à ces scènes? Les auditions peut-être et les témoignages permettront de le savoir. Est-ce que cela a été caché? Est-ce que cette petite fille a même été peut-être cachée à la totalité de sa fratrie? C'est une hypothèse qui n'est pas inenvisageable parce que on voit des dossiers dans lesquels il se passe des choses absolument incroyables. Je crois qu'il n'y a que 2 grandes sœurs avant la victime. Et je crois qu'il y a, j'ai entendu le procureur le dire tout à l'heure, 5 ans d'écart. C'est-à-dire qu'au maximum, la plus âgée de la fratrie avait 8 ans. 8 ou 9 ans, oui. Ce qui est un âge dans lequel papa et maman m'ont dit, et ce que papa et maman m'ont dit est la vérité. Alors après, je ne suis pas psychologue, mais j'imagine que la construction de la famille se fait
forcément autour de cette chose qui devient de plus en plus inavouable au fur et à mesure que le temps passe. Quand même qu'on a affaire à des enfants de 4 à 8 ans qui voient leurs parents comme leur référence, comme les ascendants qu'ils aiment d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont durs, violents ou compliqués, ils ont cette déférence ou cette manière de se soumettre affectivement, même si c'est une affection particulière. Donc c'est compliqué vraiment pour eux de défier cette autorité, de la remettre en question et de la signaler au risque de... Et puis on verra par la suite que papa et maman peut-être ont dit que cette petite fille était repartie au Maroc, puisque ça faisait partie des versions officielles. En tout cas, concernant cette petite fille, en tout cas, un homme, une femme, un couple a été interpellé. C'était mardi, grâce, et on va y revenir en détail, à un prélèvement ADN, enfin plusieurs prélèvements qui vont donner une clé à cette énigme vieille de 30 ans sur laquelle revient Hubert Koester. L'enquête était irrésolue depuis presque 31 ans. Les faits remontent au 11 août 1987, à quelques kilomètres de Blois dans le Loir-et-Cher. L'autoroute A10 traverse à cet endroit la commune de Suèvre. 2 employés de la société concessionnaire sont occupés ce jour-là à faucher l'herbe des bas-côtés. Nous étions en train de faucher sur le bord de l'autoroute l'herbe en dessous des glissières et 10 mètres plus loin que moi, après le début de mon travail, on a aperçu un paquet, une couverture enroulée avec quelque chose qui semblait suspect. Alors je me suis approché, c'est là que j'ai vu la tête de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et j'ai aperçu l'horreur. L'horreur, enroulé dans une couverture, le corps d'une petite fille vêtue d'un pyjama d'été et d'une robe de chambre blanche et bleue. L'enfant mesure moins d'1 mètre, elle a les cheveux bruns, les yeux marrons, mais surtout, ce que découvrent les secours arrivés sur place, son corps a subi de multiples sévices, brûlures et mutilations. Une enquête est ouverte, mais très vite piétine, car aucune disparition d'enfant ne correspond à la victime. On ne connaît ni son nom, ni son âge précis entre 2 et 4 ans. On suppose qu'elle serait d'origine maghrébine. À l'époque, maire de Suèvre, où la petite fille est inhumée, Kléber Cousin se souvient. C'était pour moi, au cours de mon mandat, une affaire importante. On a été tous dans le village très touchés par cette affaire-là. On a surveillé longtemps pour voir les allées et venues des gens au cimetière, s'il y avait quelqu'un qui serait intéressé. On n'a jamais vu quelqu'un vraiment venir sur cette tombe spécialement. Les enquêteurs lancent la plus grande diffusion judiciaire jamais effectuée en France. 65 000 écoles sont visitées, des milliers de médecins scolaires entendus. Le signalement de la victime est diffusé dans plus de 30 pays. Sans résultat, selon ce journaliste qui a suivi l'affaire à l'époque, policiers et gendarmes n'ont qu'une hypothèse. On savait que c'était plus ou moins des personnes qui étaient directement liées à la victime. Parce que l'enquête a quand même montré que cet enfant était bien soigné, c'est pas le mot, mais bien nourri. Donc elle subissait simplement des sévices corporels. À un moment donné, on a même pensé que la maman ou le papa, ils étaient un peu fous, entre guillemets. Fou au regard des blessures subies par celle qu'on appelle la petite martyre de l'A10. Brûlures provenant sans doute d'un fer à repasser, mais aussi des mutilations provoquées par une bouche humaine, une bouche de femme probablement, quasiment des actes d'anthropophagie, déclare le juge. Et puis en 2016, hasard, un homme est arrêté pour une banale affaire de violence. Son ADN est prélevé, comme toujours dans ces cas-là, et comparé au fichier national des empreintes génétiques, il correspond en partie à l'ADN de la fillette. Les enquêteurs suivent cette piste, découvrent que l'individu est le frère de la petite victime. Tout s'enchaîne alors rapidement. Des perquisitions sont effectuées au domicile des parents, dans l'Aisne et en Seine-Saint-Denis. Ils sont séparés aujourd'hui et âgés d'une 60aine d'années. Le père reconnaît les maltraitances de sa femme sur leur 3e enfant qui s'appelait Inas. Tous deux se seraient ensemble débarrassés du corps. Ça me fait réfléchir. Parce que si vraiment c'était
un couple lambda, entre guillemets, comment qu'il a pu passer au travers de la justice pendant 30 ans, avec toutes les enquêtes qui ont été faites. Les parents ont eu 7 enfants, dont 4 après la disparition d'Inas. Une explication peut-être qui a pu détourner les soupçons. Ils étaient d'origine marocaine et à ceux qui s'étonnaient de l'absence de la petite, ils répondaient qu'elle était retournée au Maroc, où elle vivait, chez sa grand-mère. Alors on va essayer de voir maintenant comment les enquêteurs sont remontés jusqu'à ce couple qui a donc eu 7 enfants, dont cette petite fille, 2 sœurs aînées, on le disait, et puis 4 frères qui sont nés après elle. Et c'est l'un de ses frères qui, malgré lui, va livrer la clé de cette énigme. Grâce à son ADN, ce mystère est en passe de se résoudre. Il est arrêté en 2016 dans une affaire de violence. Son ADN est prélevé. Et à partir de là, tout ce qui a été fait en amont, alors à partir de là, va être récompensé. Tout ce qui a été engrangé, effectivement, et donne son profit. Ces éléments sont engrangés dans le fichier national des profils génétiques, le FNAEG, oui. Dans lequel il y a les profils génétiques des personnes qui ont été condamnées, mais aussi les traces non résolues que l'on va découvrir sur une scène de crime. Alors, c'est un processus assez complexe, mais chaque fois qu'une trace génétique nouvelle relevée sur une scène de crime ou prélevée à l'occasion d'une garde à vue sur une personne qui est mise en cause est faite par la police ou par la gendarmerie, elle est automatiquement intégrée dans la machine et le processus technique fait que la machine présente un hit en disant « je connais ce profil génétique ». Ça correspond à tel PV, police, gendarmerie, tel jour, telle affaire. Comme si on le mettait dans une grande moulinette et à un moment donné ça se l'élément rencontre. nouveau est en correspondance. Et on dit je connais, comme si on avait une photo, comme si on avait une empreinte digitale. La machine dit je connais ce profil génétique avec la probabilité de la génétique, c'est-à-dire qu'elle est de 7 ou 8 milliards d'individus potentiellement pour avoir un profil génétique identique, ce qui en pratique est une identification unique. Et je crois, alors sans trahir ni le secret de l'enquête que je ne connais pas, ni la présomption d'innocence, puisque juridiquement, évidemment, on y est tenu, même dans une affaire aussi abominable, il semblerait que cet ADN relevé par les enquêteurs sur une affaire de violence est matché avec un des ADN qui se trouvait sur la couverture dans laquelle la petite était emballée. À partir de ce moment-là, on pose la question au titulaire de l'ADN, expliquez-nous, monsieur, même si ça fait 31 ans, comment se fait-il que votre ADN ait pu se trouver à cet endroit, sur cette couverture? Et l'enquête, j'allais dire, démarre de là, parce que c'est effectivement le moment où la porte s'ouvre vers la solution. Et la porte s'ouvre sur une réponse. On le disait, il y a eu beaucoup d'appels à témoins. Le dernier lancé en 2012, dans l'espoir que, des années après, peut-être ces blocages dont on parlait ou ces conditionnements se soient un petit peu dilués et que quelqu'un parle. Ça n'a pas été le cas, parce que l'affaire, elle a obsédé les gendarmes et même la juge d'instruction à qui elle était confiée à l'époque. L'affaire de l'autoroute A10 est présente dans ma mémoire et y restera, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Mon souhait, ainsi que celui de mes camarades, est de mettre un nom et un prénom sur le visage de cette petite fille. Cet enfant n'est pas mort de mort naturelle. Donc ce qui est logique, si vous voulez, c'est que ces meurtriers puissent un jour, même si c'est tard, même si c'est longtemps après son décès, être condamné par une cour d'assises. Alors on verra, pour l'instant il y a une mise en examen, des mises en examen qui, vous le disiez, sont présumés innocents, mais lorsque, on peut imaginer, lorsque ce match se produit entre les deux ADN, effectivement c'est cette porte qui s'ouvre et les enquêteurs se disent enfin. Voilà, une porte s'ouvre et moi j'aurais tendance à dire, permettez-moi, que rétrospectivement, si on avait mis la criminologie moderne d'aujourd'hui à revisiter cette affaire, il y avait quand même des petits éléments qui étaient annonciateurs de quelque chose de familial. Ça ne l'aurait pas fait avancer avec l'ADN, mais ça aurait effectivement orienté l'enquête. Pourquoi? Parce que cette affaire, pour moi, elle m'a... Quand j'ai vu là, à l'instant les images,
ça match sur autre chose. Ça match sur le fameux undoing. Qu'est-ce que c'est très simplement? Défaire le crime. C'est un concept FBI, profiling, qui dit lorsque le criminel ou les criminels regrettent l'avoir fait, et souvent ils regrettent post-mortem parce qu'ils connaissent cet individu, ils vont soit enlever tout ce qui est sang, blessure, arme à feu, vous voyez, laissant à penser au crime, mais également repersonnaliser, c'est-à-dire respecter ce cadavre. Et là, ça prend la forme très caractéristique de j'enveloppe, pas dans un sac poubelle, dans une couverture. On va le laisser habillé dans ses habits de nuit, avec effectivement short, petit t-shirt et sa petite robe de chambre intacte. Je dis bien intacte, de sang, de blessures, de déchirements, etc. On a les yeux fermés, très intéressant. On n'a pas véritablement la vision, la visibilité de la tête et des pieds, malgré le témoignage qu'il a abordé ainsi. Et donc, on a aussi la facilité de découvrir ce cadavre qui n'est pas caché, comme on l'a vu dans d'autres affaires, au fond d'un bois, incinéré, humilié, rejeté sexuellement, des choses comme ça. Et donc, on a une forme de respect. Et ce respect-là, en criminologie, il veut dire quelque chose, a une forte tendance de undoing. Et l'undoing, c'est le propre même des crimes intrafamiliaux. Parce qu'on regrette d'avoir fait ça par rapport à quelqu'un qu'on connaît. Sauf que ce que l'on comprend aussi, c'est que tout a été fait en amont pour que jamais personne ne puisse reconnaître cette petite fille. Oui, c'est ça. Et c'est là où la police technique et scientifique est parfaitement complémentaire au soutien opérationnel à l'enquête en criminologie, psychologie criminelle ou d'autres éléments. C'est-à-dire que là où on va donner une orientation d'enquête dans un premier temps, la police technique et scientifique va identifier. Absolument, sauf que dans ce cas-là, l'orientation criminologique, elle n'est absolument pas déterminante. Exactement. Parce qu'on n'a pas parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que lorsqu'on a l'identité de la victime et qu'effectivement des signes de réassurance, des signes de respect du corps vont laisser à penser qu'on est sur un périmètre familial ou relationnel assez réduit, on a avancé d'un pas. Mais là, effectivement, on n'a aucune identité. Donc, on est peut-être, potentiellement, avec toutes les précautions d'usage, sur une affaire intrafamiliale ou intra-relationnelle, mais où va-t-on chercher la famille? C'est-à-dire que 30 ans d'enquête sans identité. On a l'identité depuis quelques heures. Mais oui, vous vouliez réagir. C'est ce qui est passionnant dans le progrès scientifique, c'est que ce frère, dans cette fratrie, visiblement, les frères sont nés postérieurement. Oui. Et ce qui est formidable, ça veut dire que non seulement on a les 3 500 000 personnes qui sont déjà fichées au FNEG, formidable d'un point de vue scientifique, je ne parle pas en termes de liberté publique, mais ce qui est un autre débat. Ce qui est fabuleux, c'est qu'on a réussi à dégager le profil génétique familial, et que par conséquent, même l'empreinte génétique qu'on va prendre sur quelqu'un qu'on est en train de garder à vue pour une autre affaire, à partir du moment où il appartient à la même fratrie que la victime, et que les empreintes génétiques laissées par les autres membres de la famille, le FNEG va pouvoir opérer le rapprochement et faire coïncider les profils génétiques, ce qui va permettre... Là, je crois qu'on est sur une identité absolue, c'est-à-dire que c'est effectivement l'ADN de ce garçon. Du garçon. Qui correspond. Mais alors, on va... vrai, oui. à celui retrouvé sur la couverture. Je crois que c'est un ADN complet et que le FNAC fait une identification personne pour personne. On va écouter justement sur cet ADN parce que, voilà, pour bien comprendre, c'est l'ADN de son frère qui est comparé à des ADN prélevés sur des vêtements et une couverture, mais prélevés en 1987. C'est ça, donc... c'est-à-dire que l'ADN prélevé sur la scène d'infraction, sur la couverture dans laquelle la petite fille est emballée, est l'ADN de son petit frère, lequel petit frère, 30 ans après, dans une affaire de coups et blessures, est mis en garde à vue, son ADN est prélevé conformément à la loi, intégré dans la machine par les policiers ou par les gendarmes, et à ce moment-là, la machine dit « je vous propose une identité absolue entre deux ADN ». Et à ce moment-là, on entend la personne en lui demandant une explication sur le fait que, parce que c'est peut-être un pullover, c'est peut-être une couverture qui a servi à toute la famille, ce qui est certainement le cas, qui explique que l'on trouve effectivement plusieurs ADN sur ce... Plusieurs traces. On va écouter ce spécialiste justement de ces identifications ADN. D'une façon générale, lorsqu'on obtient un profil génétique, donc une information génétique à partir d'une trace qui est prélevée sur une scène d'infraction, sur un objet qu'on a retrouvé sur une scène de crime par exemple, on va rechercher dans une base de données à comparer ce profil génétique
avec les profils génétiques d'individus qui ont été identifiés, connus comme des condamnés, des suspects, de façon à rechercher un profil identique. En revanche, lorsque ces données ne donnent rien, lorsqu'on n'a pas réussi à trouver dans la base de données génétiques un profil identique, eh bien on a la possibilité de rechercher des profils qui sont apparentés à ce profil de trace. Et c'est ce qu'on appelle la recherche en parentalité, qui est permise aujourd'hui en France, dans les bases de données. C'est une recherche que l'on fait en ligne directe, c'est-à-dire qu'on va rechercher à partir d'un profil génétique de trace une personne qui pourrait être soit un parent, donc un père ou une mère, ou bien un enfant de l'individu à l'origine de la trace. Alors en réalité, cela fait donc quelques mois que l'enquête et les gendarmes avaient repris cette enquête sur celle que l'on a longtemps appelée l'inconnu de la 10, puisque son identité n'est connue désormais que depuis quelques jours ou peut-être quelques semaines après cette découverte. Donc ce match entre deux ADN, grâce à lui, ils ont pu identifier un frère de cet enfant, lui donner un nom, et puis un couple qui est couple de parents de l'enfant. Ils les ont placés sous surveillance. Voilà comment ça s'est passé. Et voilà pourquoi, entre 2016, l'arrestation du frère, le prélèvement ADN, et aujourd'hui, un certain temps s'est écoulé. Les parents sont donc d'abord mis sous surveillance. Ils ont une 60aine d'années. Ils sont originaires du Maroc. Aujourd'hui, ils sont séparés, puisque le père vit en région parisienne et la mère dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts. Et c'est à leur domicile qu'ils ont été interpellés. Ça s'est passé mardi. Ça veut dire aussi que dans une affaire comme celle-ci, quand cela fait 30 ans qu'on attend, lorsqu'on doit agir parce qu'on pense avoir la quasi-certitude d'avoir trouvé, malgré tout, on prend un maximum de précautions? Oui, on prend forcément un maximum de précautions, malgré ce que j'imagine pour mes camarades être la tension et l'envie de on a envie d'y aller tout de suite. La porte et d'en finir. Mais d'abord, on n'est plus à quelques semaines près. Et ensuite, c'est un exercice à un seul essai. C'est-à-dire qu'il faut, avant d'interpeller les personnes, dans une logique de réussite de l'enquête, avoir emmagasiné tous les éléments à charge ou à décharge que l'on peut trouver dans les investigations. Parce que je dirais que c'est comme une nasse qui doit se refermer à bon escient. Si effectivement les éléments ne sont pas suffisants, on n'y va pas. Et s'ils le sont, il faut qu'ils le soient vraiment. Et puis en termes de droit, c'est-à-dire que c'est quand même une infraction extrêmement grave. C'est pour ces gens, s'ils n'ont pas commis les faits, quelque chose qui est terrible. Tout le monde les connaît dans leur quartier. Moi, j'ai fait des centaines d'interpellations dans ma vie de commandant d'unité. Vous partez avec les gens avec les menottes. Sous les yeux de vos voisins. Sous les yeux de leurs voisins. Donc, on a humainement, juridiquement, pas le droit de se tromper. On se trompe, évidemment, parce que c'est une activité humaine, mais on n'a pas le droit, en tout cas, de ne pas se donner tous les moyens de réussir avant d'agir. Et surtout, et on sort avec les menottes, et puis, alors, ces qualifications qui sont retenues pour le moment, enfin, en tout cas, ces chefs de mise en examen, meurtre, recel de cadavres, violence habituelle sur mineurs de moins de 15 ans. Et son propre enfant, c'est-à-dire que ça défie toute notre construction sociétale. Et c'est aussi ces éléments-là. C'est ce qui va nourrir aussi la garde à vue et la façon dont elle va se dérouler. Et oui, il faut la motiver juridiquement, cette garde à vue qui est une mesure privative de liberté. Donc, comme nous le disait très bien le colonel à l'instant, ils ont le temps pour eux. Ils ont accumulé les preuves. Il n'y a pas de risque de prescription puisqu'il y a eu des magistrats et des enquêteurs attentifs depuis 30 ans. Donc, ils agissent dans un cadre procédural qui est strictement entouré et rassurant pour eux. Donc là, les enquêteurs, on comprend très bien leur impatience à mettre un terme, à élucider le dossier, mais ils n'ont aucune pression. Malheureusement, il n'y a plus de menaces. L'enfant est mort. Il faut maintenant qu'ils soient sûrs de ne pas trouver un coupable, mais le coupable. Et donc, c'est ce qu'ils vont tout mettre en œuvre pendant la garde à vue. Et maintenant, avec le progrès scientifique, et vous voyez, cette affaire, il y a 20 ans, probablement n'eût-elle pas été élucidée, parce qu'on n'aurait pas pu exploiter aussi efficacement les traces ADN. Et on en serait revenu à la question de la crédibilité de la parole, de l'entourage, etc. Des témoignages dont on parlait tout à l'heure. Imaginons que les enfants aient craqué et dénoncé leurs parents. Là, en garde à vue, ils ont des moyens d'exposer, en cas de déni, les suspects à d'éventuelles contradictions.
2 suspects qui étaient donc en garde à vue, qui sont mis en examen, le père et la mère, ça on le sait, de cet enfant dont on a retrouvé le corps en 1987. Ils ont donc été interrogés longuement puisqu'ils ont été interpellés mardi. Ils sont mis en examen aujourd'hui, donc 48 heures de garde à vue, ce qui est la règle, enfin, ce qui est logique et dans une affaire de ce type. Garde à vue au cours de laquelle le père de cet enfant, notamment, a livré une version des faits parce qu'on s'interroge désormais sur le scénario. Que s'est-il passé ? Voilà ce que l'on sait de ce qu'il a pu dire face aux enquêteurs, puis face à la juge d'instruction, ou au juge d'instruction d'ailleurs, qui ensuite l'a mise en examen. Depuis 31 ans, elle était la petite martyre de l'A10. Depuis quelques heures, elle a désormais un prénom, Inas. Après 3 décennies de pistes exploitées, les gendarmes ont enfin réussi à redonner à cette fillette une identité et à mettre la main sur ses meurtriers présumés, ses propres parents. Le temps n'a jamais couru contre nous, mais au contraire, je crois que les enquêteurs et les magistrats ont toujours pensé que cette affaire serait élucidée. Des arrestations possibles au départ grâce à un hasard. L'arrestation il y a 2 ans d'un jeune homme pour une banale affaire de violence. Les résultats génétiques sont formels. L'homme arrêté est le frère de la petite fille de 4 ans. Son ADN est le même que celui isolé sur la couverture qui entourait le cadavre. Les gendarmes vont dès lors exploiter la piste familiale avec rapidement les parents dans leur collimateur. Un soulagement, au goût encore douloureux pour un homme de 93 ans, l'ancien maire de Suèvre, là où le corps avait été abandonné au bord de l'autoroute. C'est sûr que ça me remue un petit peu. Je suis bien content qu'on ait trouvé les parents quand même, les fautifs, qui j'espère vont être quand même condamnés. L'épilogue d'une affaire hors norme, des dizaines de milliers d'appels à témoins diffusés, 65 000 écoles visitées par les gendarmes, pour comprendre enfin qui était cette fillette, morte martyrisée et qu'aucune famille ne recherchait. L'affaire de l'autoroute A10 est présente dans ma mémoire et y restera, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière. Ce soir, tout un quartier de Villers-Cotterêts dans l'Aisne est sous le choc. C'est là qu'ont longtemps vécu les parents, désormais suspects. Ouais, malheureusement, je l'ai appris ce matin, oui, ça fait froid dans le dos. Vraiment, c'est bizarre, vraiment bizarre. À Suèvre, la tombe d'Inas était régulièrement fleurie par des habitants du village, une petite fille dont ils ne savaient rien, mais qu'ils considéraient comme une des leurs. Et sur les versions des faits qui ont été données lors de ces gardes à vue, on écoute donc le procureur de la République. L'un et l'autre en garde à vue. Pour le papa, il a expliqué que, dit-il, il a vécu un enfer et que lorsque le 10 août, il est rentré chez lui, il a constaté le corps sans vie de sa petite fille. Il dit qu'il a été suffisamment lâche pour ne pas faire autre chose que de partir vers le Maroc. Et puis, au petit matin, elle a été abandonnée le long de l'A10. Pour son épouse, ses déclarations ont évolué. En garde à vue, elle indiquait ne plus avoir de souvenirs, elle indiquait que sa fille n'était pas décédée. Elle a évolué dans ses déclarations en indiquant qu'elle était elle-même victime de violences de la part de son époux, qu'elle pouvait être par moments violente à l'égard d'Inas, mais qu'elle n'est pas impliquée dans la mort de ces dernières. Je reprends quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit en fait cette enquête, elle ne fait que commencer. On en a la preuve là, parce qu'il faudra établir les responsabilités maintenant. Oui, et d'expérience, c'est souvent la chose la plus difficile. Lorsque l'on a plusieurs intervenants sur une scène de crime, dont on suppose, dont on pense qu'ils peuvent être 2, 3 ou 4 impliqués, mais à des degrés divers, c'est pour les enquêteurs généralement la chose la plus difficile que d'attribuer à chacun les actes qu'il a commis et donc sa part de responsabilité. Là, c'est une approche qui est très difficile parce que c'est souvent, dans un groupe d'acteurs, la limite de la police technique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire de la petite Fiona, par exemple. Exactement. Cet enfant, alors dont le corps n'a d'ailleurs toujours pas été retrouvé, et sa mère et son beau-père se sont envoyés la responsabilité, et malgré le procès, malgré la certitude, puisqu'ils ont dit que c'était eux, on ne sait pas vraiment qui a fait quoi. On en revient à la question de l'imputabilité des faits, c'est ça. Et on en revient là, le temps redevient un ennemi, parce que le voisinage
eh bien, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ne sont pas morts, mais dont la mémoire est fluctuante. Les enfants les autres membres de la fratrie étaient en bas âge. Et par conséquent, voilà, si on retient l'hypothèse de travail qui est la nôtre ce soir, de madame qui dit « je subissais des violences que je répercutais », de monsieur qui dit « j'étais sous l'emprise de ma femme », et par conséquent des gens qui vont se rejeter les responsabilités, pour les enquêteurs, puis pour le juge d'instruction, puis quand ça arrivera devant une juridiction de jugement, probablement une cour d'assises, tout en respectant la présomption d'innocence. Je doute que les qualifications évoluent beaucoup. Ce sont des qualifications criminelles. Pour les jurés, ce sera très extrêmement compliqué. difficile. Et là, le temps, parce que tout va se faire sur la base de témoignages. Peut-être y a-t-il de rares enquêtes sociales, mais si c'était des gens désocialisés, c'est peu probable. Des témoignages de ceux qui ont été scolarisés, c'est peu probable. Les voisins, ils n'ont même pas reconnu les affichettes. Ils n'ont même pas reconnu l'enfant. Bon, donc, si vous voulez, comment pourront-ils dire face aux avocats de la défense, non, nous, on a un souvenir précis, c'est elle qui martyrisait son mari, c'est lui qui la martyrisait, etc. Alors qu'on rappelle, le nombre d'appels à témoins, il y en a eu plus de 20 000, des milliers, 60 000, des milliers de portraits robots aussi. Comme vous le disiez, mon colonel, là, la police scientifique, ce n'est pas son domaine, c'est pas qu'elle est incompétente, c'est que c'est pas sa sphère d'intervention. Et on verra, effectivement, vous le disiez, cette affaire, elle commence ou elle recommence 30 ans après, cette affaire de l'inconnu de la 10 qui n'en est plus une, puisque désormais, au moins, cette petite fille a un nom, un prénom, une date de naissance, et c'est entre autres ce que cherchaient aussi tous ceux, et on les a entendus, qui travaillaient sur cette affaire depuis 30 ans maintenant. Merci beaucoup à tous les trois, vous restez avec nous bien sûr sur LCI, le 2022 se poursuit dans un instant.